Bienvenue à vous. Vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voix vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Vanessa, 43 ans, qui, à travers la métaphore du fil, vous raconte sa rencontre avec le fantôme de sa grand-mère laotienne. Bonne écoute. Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler? Ne vous déplaise si jamais elles ne savent pas vraiment où aller. Je m'appelle Vanessa Ikorfomala, je suis une artiste franco-laotienne, j'ai 43 ans et je travaille beaucoup en ce moment sur la question de mes origines. Donc j'ai un père laotien et une mère française. Je suis né en 1980 à un moment où l'immigration du sud-est asiatique était particulièrement importante suite aux événements politiques des années 70, les révolutions communistes dans tous les pays de l'ancienne Indochine qui ont généré beaucoup de mouvements de population vers l'étranger. Et donc dans ce contexte, mon père est revenu en France puisque il avait commencé par faire ses études en France dans les années 60, des études de médecine. Il y avait rencontré ma mère, ils s'étaient tombés amoureux, ils avaient fait 2 premiers enfants. Voilà. Et puis en 74, ils sont retournés au Laos parce qu'ils voulaient faire leur vie là-bas. Et puis donc il y a eu la révolution communiste et mes parents ont fait le choix de rentrer en France avec donc leurs 2 premiers enfants. Et donc à Rennes, ils ont fait 2 autres enfants et donc je suis la dernière de cette fratrie de 4. J'ai grandi dans une famille qui est marquée par des mouvements, par des migrations entre le Laos et la France, un peu dans tous les sens, puisque en réalité, il n'y a pas eu que la migration première de mon père vers la France, il y a eu ensuite la seconde migration de ma mère vers le Laos, puis la migration de mes 2 parents vers la France, où du coup nous avons vécu, où j'ai grandi. Et donc voilà, moi étant né après la Révolution, il y avait tout ce passé, une espèce un peu de passé fantôme. Je pense qu'on a tous des rapports assez fantomatiques en fait à ce qui existait avant notre naissance. C'est des choses où nous étions là sans être là quelque part. On existait à l'état de promesse peut-être ou de catastrophe à venir en ce qui me concerne. Mais voilà, il y avait toutes ces choses que j'ignorais qui m'ont fait me poser beaucoup de questions. En fait, en regard des questions qu'on se pose sur là d'où on vient, il y a aussi vraiment une espèce de frontière infranchissable en fait de l'inconnaissable avec laquelle on passe beaucoup de temps finalement, j'ai l'impression, à essayer de trouver la paix. Donc là, moi, je viens de faire une création qui cherche justement à me réconcilier avec toutes les questions auxquelles je n'aurais pas de réponse. Et finalement, paradoxalement, faire le deuil des réponses, c'est aussi parfois pouvoir mieux embrasser les questions avec plus de sérénité. Le spectacle dont je parle, c'est un spectacle qui avait un point de départ très spécifique. Mon idée de départ, c'était de chanter un duo avec le fantôme de ma grand-mère laotienne. J'ai un père, donc j'ai une grand-mère, mais cette grand-mère laotienne, je ne la connais pas. Et mon père la connaît à peine parce qu'en fait, elle est morte en couche, en accouchant de mon père. Donc vraisemblablement en 1944 parce que l'état civil n'est pas établi dans cette partie du Laos à ce moment où le Laos est encore une colonie française. Donc voilà, on a peu d'informations. Ma grand-mère vient d'un milieu rural, vraiment dans les montagnes du Siêng Khoang, qui est une région au nord-est du Laos. Il y avait cet inconnu dans ma vie et dans la vie de mon père, dont l'une des seules choses que je savais, qu'on racontait, c'est qu'elle aurait aimé chanter. Donc, comme moi, quand j'étais enfant, je voulais être chanteuse, je me suis dit que j'avais envie de voir si je pouvais chanter quelque chose avec son fantôme. Parce que je me suis dit que peut-être que cet amour de la musique, cet amour du chant, c'était quelque chose qui partiellement venait d'elle. Donc un jour, cette question un peu absurde s'est formée dans ma tête, qui était est-ce que je pourrais chanter quelque chose avec le fantôme de ma grand-mère ? Et la réponse est oui, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que cette question, elle est apparue dans ma tête. Je pense qu'elle s'est formulée assez clairement en 2020. Et là, 4 ans plus tard, on vient de créer ce spectacle dans lequel je tente de faire ce duo avec ma grand-mère.
Quand j'étais petite, j'ai été exposée à la culture laotienne à travers la famille. Donc vraiment la culture, surtout la culture quotidienne en fait. La cuisine par mon père qui cuisinait, et puis un certain nombre de rituels de la vie laotienne. Donc les fêtes du Nouvel An, les fêtes de la communauté, les fêtes type le Bassi, qui est une cérémonie importante parce que c'est vraiment la cérémonie laotienne par excellence où la communauté se rassemble et signifie, matérialise ses liens à travers la création de petits bracelets de coton qu'on se noue au poignet, que j'arbore en ce moment fièrement parce que voilà, c'est vraiment un marqueur fort de l'identité laotienne. Et je pense d'ailleurs que cette petite métaphore du lien, elle est assez belle parce qu'assez spécifiquement laotienne, c'est-à-dire qu'elle est en même temps très simple, très fragile parce qu'un fil de coton, ça tient pas très longtemps, mais ça raconte quelque chose d'un rapport au transitoire. C'est-à-dire que voilà, pendant le fil matérialise le lien de l'âme au corps, mais qui est un lien qu'il faut sans cesse renouveler parce que ce lien de l'âme au corps, c'est quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui passe. De même que nos vies sont des choses qui passent en fait à l'échelle de la création. Forcément, nos vies sont aussi des petits fils de coton qu'on se noue au poignet les uns des autres et puis qui sont amenés à un moment ou à un autre à se dissiper. Ayant conscience que je suis ce petit fil de coton attaché au poignet du monde pour quelque temps, j'essaye de voir comment est-ce que je peux essayer de tisser des liens qui fassent sens, retisser aussi peut-être des liens qui ont été défaits. Et ce dont je me suis rendu compte assez fort, c'est que les liens que les descendants de la diaspora laotienne entretenaient avec le Laos avaient été défaits. Ils avaient été défaits par une histoire qui a beaucoup été une histoire complexe, violente et peu racontée. On parle beaucoup de la guerre du Vietnam. Donc en réalité, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui s'est étendue à l'ensemble de l'Indochine et notamment au Laos. Le Laos a été le pays le plus bombardé au monde de l'histoire. Mais c'est une histoire en fait que peu de gens connaissent. Et d'ailleurs, très souvent, quand on parle du Laos, les gens ne savent pas où c'est. Donc juste pour le rappel, c'est sous la Chine et c'est à l'est de la Thaïlande, à l'ouest du Vietnam et au nord du Cambodge. Donc voilà, ce pays en fait est un pays qui est lui-même l'héritier d'une histoire extrêmement complexe, d'une histoire encore une fois justement de tissage, qui a peut-être une identité très flottante lui aussi parce que en fait l'identité Laos c'est beaucoup plus construite finalement en réaction à des tentatives d'emprise successives, d'abord des pays voisins, puis de la France durant la période coloniale, puis l'emprise américaine ou l'emprise chinoise et soviétique. Enfin voilà, c'est un pays finalement qui s'est plus construit dans des formes de résistance à l'oppression que dans des formes d'affirmation de son identité culturelle. Pour être très franche, c'est un aspect de la culture laotienne qui me passionne. Le Laos est un pays qui est vraiment composé d'une multitude de cultures, puisque c'est vraiment un groupement d'ethnies en fait. Et à un moment justement, la réalité coloniale a fait qu'on a appelé ce pays le Laos, mais presque le nom du pays en fait est un malentendu, parce que le Laos en fait c'est le pays des Lao au pluriel, mais voilà, c'était une manière en fait de désigner le territoire des Lao, donc en fait le pays Lao. Mais ce pays Lao il abrite plus d'une cinquantaine en fait de cultures, d'ethnies différentes. Donc en fait, on est vraiment sur une très grande diversité culturelle à l'intérieur de ce pays que je trouve hyper intéressante aujourd'hui à cultiver à un moment où on sait que voilà, la diversité culturelle est fragilisée par des processus de mondialisation et qu'il y a des formes de perte de savoir traditionnel en fait qui sont très importantes quoi. J'essaie plus de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, pour reprendre la métaphore du fil, tresser les cultures pour essayer d'hybrider et peut-être d'enrichir nos rapports à l'existence et nos rapports à la culture. Je pense que c'est important de redire qu'en fait, j'ai accès à très peu d'informations sur ma grand-mère parce que le rapport à l'archivage et le rapport à la mémoire au Laos est très différent de ce qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire que ma grand-mère, je n'ai pas de photographie d'elle, je n'ai pas de dessin d'elle, je n'ai pas d'enregistrement de sa voix, je n'ai pas d'objet qui lui aurait appartenu. Je veux dire, concrètement et matériellement, je crois que la seule chose qui reste de notre grand-mère, c'est nos corps, en fait. Et à un moment comme ça, j'ai juste, dans le cadre de mon travail, j'ai fait un arbre, c'est-à-dire j'ai essayé de voir tous les visages qui descendaient du visage de ma grand-mère. Donc je me dis que, et ça c'est vraiment en tant qu'artiste, je me dis que les choses qu'on ne peut pas savoir sont autant d'occasions d'imaginer. Donc c'est plutôt des opportunités en fait, ce qu'on ne sait pas que des freins.
Il y a beaucoup de choses qui sont à jamais inconnaissables sur ma grand-mère, mais il y a aussi un certain nombre de choses qu'on peut avoir tendance à rejeter parce qu'elles relèveraient de l'évidence. Mais en fait, je trouve que c'est des choses qui nous racontent beaucoup de choses sur notre humanité la plus simple et la plus basique. J'ai essayé de l'imaginer dans des situations concrètes. Je sais que ma grand-mère a respiré. Je sais que ma grand-mère a connu des états de fatigue lorsqu'elle travaillait à son métier à tisser. Parce que toutes les femmes laotiennes de cette partie du Laos tissent. Et je me suis formé un petit peu en tissage. Et donc, j'ai vu qu'au bout d'un moment, on a mal au dos, on a mal au corps. Il faut faire des petites pauses. Et donc, l'une des premières images à un moment qui m'est venue de ma grand-mère, c'est juste parce que j'ai fait la même chose. À un moment, je me suis avachi au métier à tisser. Je me suis un peu étiré pour dégourdir mes membres. Et je me suis dit, voilà quelque chose que ma grand-mère a dû faire à un moment. Je sais que ma grand-mère s'est baignée dans une rivière parce que c'est là que tout le monde dans son village allait se baigner. Puis je sais qu'elle a aussi eu des interactions, au moins une interaction avec un homme qui a abouti à la naissance de mon père. Ça a été nécessaire pour moi, plutôt que de désespérer face à tout ce que je ne savais pas sur ma grand-mère, de commencer en fait à être plus dans une posture optimiste, je dirais, et constructive, de me dire je sais peu de choses, mais les choses que je sais sont radicales et essentielles. C'est-à-dire que finalement, de savoir si ma grand-mère préférait telle ou telle chose, c'est peut-être moins important que de me dire que voilà, elle a eu cette expérience fondamentale de l'existence. Je pense que ma grand-mère, à certains moments, a chanté parce que tous nous chantons, mais on ne chante pas assez. Puis peut-être aussi parce qu'on ne valorise pas assez des répertoires traditionnels. Mais je sais que c'est des choses que ma grand-mère a faites. J'ai dû vraiment faire un très long chemin par rapport à ça, parce que moi, mon éducation, c'est que donc j'ai grandi en France, je suis enfant d'immigrés, et donc je suis enfant d'immigrés d'une ancienne colonie pauvre, c'est-à-dire qu'il y a un gros impératif qui est l'impératif de la réussite sociale, de l'intégration, et donc en fait de l'effacement de la culture d'où on vient. Donc j'ai pas du tout échappé à cette règle. Mon père ne m'a pas transmis le laotien. La plupart de mes cousins et cousines ne parlent pas le laotien, pour celles et ceux qui sont nés en France. Et puis, je dirais que beaucoup de formes de culture savante n'ont pas été transmises. Alors, d'autant que la littérature lao est une culture alors essentiellement orale, et que il y a quand même beaucoup de choses dans la culture laotienne qui ont été mises à mal aussi culturellement par les changements de régime successifs, qui tous font le ménage dans l'histoire passée. Donc voilà, on est aussi face à une histoire qui est moins documentée ou différemment documentée que celle à laquelle on peut avoir en Occident. Donc moi, j'ai très très bien intégré ces questions d'intégration, ce qui fait que j'ai grandi, comme beaucoup d'entre nous, dans des formes de rejet en fait de ma culture laotienne, ce qui est pas particulièrement facile quand on s'appelle Vanasai Kanfomala. Bon, je veux dire, on porte quand même aussi nos origines jusque dans nos noms, mais voilà, cette personne que j'étais a suivi un parcours scolaire d'excellence, donc j'étais très bonne à l'école, je sentais que j'avais des formes de pression par rapport au fait d'être excellente à l'école, tout à fait tacite, mais voilà, je sentais bien que j'avais un rapport à la réussite qui était un moyen d'atténuer des angoisses profondes que j'avais par rapport à ma capacité d'intégration. Donc ça, je dis ça en tant que personne asiatique, mais aussi en tant que personne queer, qui sont des choses que je formulais pas forcément à l'époque, mais je savais que j'étais en danger de marginalisation à plusieurs endroits de ma vie, et donc je sentais qu'il y avait un moyen de me prémunir d'exclusion sociale qui était de réussir et de m'intégrer socialement. Je me suis blanchi culturellement en pratiquant la musique classique, donc beaucoup le chant, puis aussi divers instruments, j'ai fait des classes de composition, etc. Et donc en fait j'étais prête musicalement à chanter ce duo avec ma grand-mère, jusqu'à ce que je me rende compte que en fait cette musique blanche pour ma grand-mère c'était une musique étrangère, c'était peut-être même une musique agressive qui correspondait à une culture qui était aussi celle du colon. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse tout un chemin pour en fait pouvoir rencontrer une musique que je serais heureuse de chanter avec le fantôme de ma grand-mère. Tout ça, ça a été un cheminement très tardif, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, et ça c'est vraiment un effet de l'impérialisme culturel, en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre perception de l'universel est oppressive et culturellement, en fait, à des œillères.
il y a une forme d'équilibre à trouver. C'est-à-dire que je suis assez méfiante vis-à-vis des termes qui sont utilisés en fait pour décrire les personnes comme ça qui sont héritières de deux héritages culturels. Je prends l'exemple du mot métis par exemple. Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais le mot métis c'est un mot qui a une histoire longue et qui a une histoire en fait qui est principalement du point de vue en fait des puissances impérialistes. Hein. Et en fait une personne métisse, je dirais c'est d'abord une personne qui culturellement c'est d'abord une personne qui est à moitié blanche. Donc c'est une personne qui est pour une société impérialiste une opportunité de montrer qu'elle colonise et qu'elle intègre des populations étrangères à sa culture et à sa société. Donc moi, je veux dire, à certains égards, j'ai été une très très bonne métisse parce que j'ai été un exemple, je pense, d'intégration, d'assimilation des codes culturels occidentaux. Mais en fait, voilà, le métissage est le lieu du péril parce que c'est soit l'espace du ralliement à la culture dominante, soit l'espace de rébellion contre cette culture dominante. Et donc, je pense que les personnes métisses, en fait, on est dans des situations très ambivalentes et où on peut être très observé parce que soit on va devenir les bons élèves et les bonnes élèves de l'impérialisme, soit on risque de devenir voilà, les enfants rebelles. Moi, là, j'essaie de me rebeller un petit peu. Moi, j'ai, comme on dit, un passing assez important en termes de blanchité. Donc, c'est assez facile, notamment quand on connaît pas mon nom, d'être perçu comme une personne blanche dans l'espace public. C'est beaucoup plus difficile pour des personnes qui sont plus marquées physiquement par, justement, d'autres types d'origines. Et ça, c'était important aussi pour moi de me rendre compte au bout d'un moment que il était important pour les personnes asiatiques d'être solidaires de l'ensemble des luttes antiracistes et notamment du racisme négrophobe, parce que l'impérialisme blanc a cette tendance en fait à chercher à gagner les personnes asiatiques à sa cause pour évidemment au détriment des personnes perçues comme noires, pour se donner une excuse en fait à son racisme. Ah bah non, regarde, on n'est pas raciste, il y a beaucoup d'asiatiques parmi nous. Oui, mais on sait que les asiatiques ont traditionnellement des formes de passing blanc plus importants que les personnes noires. Donc voilà, revendiquer certains aspects de ma culture laotienne dans l'espace public aujourd'hui en France, c'est devenu quelque chose d'assez important. Donc ça passe par des pratiques capillaires, par des pratiques vestimentaires, notamment par ces jupes traditionnelles que ma grand-mère avait dû tisser, qu'on appelle les sines. C'est devenu important pour moi aujourd'hui de porter mon histoire. Pour revenir à mon histoire personnelle, le confinement de 2020 a été, comme pour beaucoup de personnes qui avaient vraiment le privilège d'être enfermées, j'ai eu du temps pour moi et j'ai eu du temps pour me poser un peu des questions existentielles. Dans ce confinement, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai commencé à me mettre plus sérieusement à l'apprentissage du laotien. Donc, et de manière très étonnante. Donc, moi, j'ai pas appris le laotien avec mon père pour commencer. J'ai appris le laotien avec des livres parce que je pense qu'il fallait que la transmission du laotien se fasse autrement que par mon père dans un premier temps. Donc, maintenant, je parle un peu avec mon père en laotien. Puis la deuxième chose que j'ai faite, sur le conseil d'un ami artiste berlinois qui réfléchit beaucoup sur la question des origines, c'est que j'ai fait un petit rituel que vraiment je vous invite à faire si vous avez le temps de le faire parce que c'est un très bon exercice de décloisonnement de la pensée. Je me suis servi en fait d'objets transitoires, en l'occurrence des cartes de tarot, pour me construire un arbre généalogique ascendant. Donc il y avait moi en bas de l'arbre, au-dessus il y avait mes 2 parents, la rangée d'au-dessus il y avait mes 4 grands-parents, la rangée d'au-dessus il y avait mes 8 arrière-grands-parents et la rangée d'au-dessus il y avait mes 16 arrière-grands-parents. Pourquoi c'était important ces objets ? Parce que c'était un moment me dire que même si je ne les connaissais pas, ces personnes étaient des personnes concrètes. Enfin, concrètement, il y avait eu des personnes qui occupaient la place de ces cartes. Donc, c'était comme faire une cartographie mentale, en fait, de ces personnes. Et donc, tous les jours, je passais, en fait, une petite demi-heure en méditation devant chacune de ces cartes pour me dire, tiens, qui pouvait être mon arrière-arrière-grand-mère du côté maternel. Enfin, voilà, et de me dire que ces personnes, en fait, avaient été des personnes concrètes qui, comme ma grand-mère, avaient très certainement respiré, eu des expériences sexuelles qui avaient abouti à la création d'autres personnes. Enfin voilà, me dire un peu, juste essayer de très gentiment solliciter mes ancêtres pour leur dire voilà, qui es-tu, quelle vie as-tu menée, quelles sont les joies que tu as connues, est-ce que contrairement à moi t'étais forte pour gérer ton argent, et si oui, est-ce que tu peux m'aider à le faire s'il te plaît. Voilà, ce genre de choses, mais de se dire que toutes ces personnes avaient été des personnes concrètes.
Donc en même temps, comme je commençais à travailler à mon projet, je faisais pas mal de lectures autour de la question des morts, des ancêtres, des fantômes. Donc je lisais notamment le livre très important de Vinciane Després, Au bonheur des morts, qui elle-même parle d'un autre ouvrage qui est très important, qui est un ouvrage de l'anthropologue coréen Eonik Kwon, qui a écrit un livre qui s'appelle Fantômes de la guerre du Vietnam et qui parle notamment de la culture des fantômes en Asie du Sud-Est. L'idée, c'était à un moment que ces personnes ne soient plus des fantômes, mais des ancêtres. Donc, l'une des questions que le projet là que je fais en ce moment pose, c'est comment est-ce qu'on peut justement renouer des fils pour que des fantômes qui se sont peut-être un peu égarés, qui savent plus trop où ils sont, en fait, puissent re-rentrer dans des lignées. Et je parle de ça parce que peut-être pour parler directement de ce livre d'Eonik Kwon, Fantômes de la guerre du Vietnam, dans ce livre, en fait, il raconte une pratique, moi, qui m'a vraiment fasciné. Je pense qu'il est important de parler de la mutation des fantômes. Donc, ce qui s'est passé suite à cette guerre, c'est que les fantômes ont dû changer parce que il y a eu tellement de corps perdus dans la guerre du Vietnam que, contrairement à ce qui avait pu se pratiquer avant, les gens n'avaient plus accès à au corps de leurs morts. La croyance vietnamienne, c'est que les fantômes apparaissent à proximité des corps. Donc en fait, pendant longtemps, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va sur les tombes, mais on se dit qu'on peut prendre soin des fantômes de nos morts en se rendant sur l'endroit où leur corps repose. Mais comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas où les corps reposent? Ce qui est le cas pour ma grand-mère, mais ce qui est le cas en fait pour énormément de victimes de la guerre du Vietnam. Donc ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont presque passées à l'envers du point de vue vietnamien. C'est qu'en fait, les gens ont commencé à constater qu'il y avait des fantômes qui apparaissaient, mais qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que c'était les fantômes de corps anonymes qui avaient été victimes de la guerre. Et ce qu'ont fait les Vietnamiens et les Vietnamiennes, c'est qu'ils ont commencé à prendre soin des fantômes de ces inconnus dans l'espoir que les fantômes de leurs proches, en fait, seraient soignés par d'autres. Donc comme si par personne interposée, par fantôme interposé, en fait, on pouvait prendre soin des ancêtres des unes et des autres. Ça a transformé mon rapport aux fantômes. Donc voilà, je raconte ça parce que je me suis dit que peut-être que la personne avec qui je parle à la fin de mon spectacle, au final, c'est pas ma grand-mère, mais par fantôme interposé, quelque chose me dit que ça peut remonter vers ma grand-mère ou ça peut envoyer des messages à ma grand-mère. Voilà, cette question du soin des fantômes, c'est presque une forme de communisme des fantômes en fait. C'est-à-dire que nous avons des fantômes en commun et peut-être qu'on pourrait en prendre soin de manière collective et peut-être d'ailleurs avant que ces personnes se transforment en fantômes, pour reparler de l'importance de défendre le service public, parce que nous sommes tous et toutes des fantômes en devenir. Peut-être qu'on peut pas attendre qu'on soit morte et mort avant de prendre soin les uns et les unes des autres, et donc de soigner le service public, ça me semble vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui, sous d'autres formes, en fait, existe très fort au Laos. Donc le Laos, c'est un pays communiste, mais avant d'être un pays communiste, c'est un pays dans lequel la notion de communauté, en fait, a été très important. Cette conception très privée de la famille, il me semble que c'est quelque chose de vraiment très présent dans la culture européenne contemporaine, c'est-à-dire que voilà tout le modèle de la culture nucléaire, mais qu'on a quand même une conception de la famille qui est assez restreinte en fait. La famille, c'est d'abord la famille proche. On inclut souvent les cousins au premier degré, mais on a vraiment, j'ai l'impression, plutôt une conception de la famille comme quelque chose d'assez petit, d'assez resserré, à la fois dans le temps et dans l'espace, parce que de la même manière, alors le culte des ancêtres, c'est quand même quelque chose qui est très peu présent aussi en Europe, et je pense que pour la plupart d'entre nous, d'où l'importance de cette pratique du tarot comme rituel, c'est que je pense qu'on a très peu conscience, c'est très peu présent à nos consciences, qu'en fait on descend de 16 arrière-grands-parents quoi. Enfin la plupart du temps c'est des personnes qui sont totalement dans les limbes de nos consciences, et cette petite pratique rituelle elle a vraiment juste pour finalité de faire réémerger, de réactiver un petit peu peut-être la partie de nos héritages génétiques en fait qui sont liés à l'héritage très concret de ces personnes. Donc il y a un énorme contraste entre cette culture assez restreinte de la famille en France, puis à l'inverse la culture de la famille laotienne qui est extrêmement étendue. Et au Laos, il y a beaucoup de formes de brouillage des catégories familiales. Alors,
C'est un peu paradoxal ce que je veux dire parce que le lexique pour décrire la famille laotienne est extrêmement précis. Donc par exemple, pour décrire les oncles et les tantes, il y a 4 termes différents selon qu'il s'agit du côté paternel ou du côté maternel et de grands frères ou de petits frères ou grandes sœurs ou petites sœurs des parents. Donc il y a vraiment donc 8 termes en tout pour décrire les oncles et les tantes, ce qui n'est pas simple. Mais paradoxalement, en regard de ce lexique très précis, il y a une grande indistinction, c'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, on s'appelle frères et sœurs. Et on s'appelle frères et sœurs, y compris quand il y a aucun lien de parenté. Mais quand il y a des liens de cousins, par exemple, vraiment, c'est les termes frères et sœurs qu'on va utiliser pour se décrire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette extension du mot frères et sœurs, en fait, aux cousins et aux cousines, bah, ça déclenche des effets sociaux qui sont très réels. C'est-à-dire que moi, là, pour avoir passé pas mal de temps dans le village natal de mon père au cours de l'année qui vient de s'écouler, où j'ai passé 4 mois, bah, en fait, on se rend bien compte que les cousins et cousines se comportent comme des frères et sœurs, notamment sur la question de la gestion de la vie quotidienne. Travail domestique, garde des enfants, préparation des repas. Dans le village de mon père, d'ailleurs, ça m'a vraiment surprise parce que, là, j'y étais au mois de février, où il faisait vraiment froid dans les montagnes du Laos. Et en fait, les portes sont vraiment littéralement toujours ouvertes. Donc, c'est très marrant, quoi. Les portes sont ouvertes. Et du coup, les cousins et les cousines rentrent. J'ai beaucoup de mal à identifier qui sont les vrais parents de mes, du coup, petits-neveux et petites-nièces, parce qu'en réalité, je sais pas si c'est leurs oncles, leurs tantes ou leurs parents. Tellement les enfants circulent des genoux de l'une au genou de l'autre. Mais comme ça, vraiment une conception très, très étendue de la famille. Et ça, pour moi, c'était un vrai choc quand j'étais petite, grandissant en France, parce que, donc, il y avait quand même la communauté laotienne. Et la communauté laotienne se retrouvait en général plutôt des grosses fêtes. C'est-à-dire que quand il y avait des fêtes de la communauté, je pense notamment au mariage ou au Nouvel An, il y avait en général beaucoup de monde. Et là, je me retrouvais face à des familles où tout le monde disait, mais non, ça, je suis ton cousin, ta cousine, ça. Et vraiment, j'étais perdu face à cette masse de personnes. Et je pense que là, encore une fois, la prédominance de ma culture occidentale faisait que j'étais plutôt en fait dans une sensation d'inconfort social par rapport à ce que je vivais à ce moment-là comme des formes d'invasion de mon territoire privé familial. Donc j'ai passé pas mal de temps à ce moment-là à finalement me mettre en retrait de ces situations dans lesquelles je pouvais avoir l'impression que je serais sur certaines formes de malaise en fait par rapport à la famille. Puis tout ça là justement, alors ça m'a demandé un travail très conscient. Je me suis dit bon, ça c'est vraiment un héritage de ta culture française qui est ce qu'elle est, mais ça n'est pas un absolu. C'est-à-dire que si tu veux, de même que tu peux apprendre une autre langue, tu peux apprendre un autre rapport à la famille. Donc je me suis dit que voilà, j'allais consciemment chercher à résister à certaines formes de rejet que j'avais vraiment incorporées très jeune, quoi, et que j'allais essayer de développer un goût pour ces pratiques culturelles laotiennes. Ou d'une manière générale pour cette culture laotienne qui encore une fois n'est pas juste une pratique, c'est vraiment aussi adopter d'autres points de vue, quoi. Comme beaucoup d'enfants de pères immigrés de pays pauvres, j'ai rejeté beaucoup la culture de mon père. Et notamment, comme j'avais tort, la cuisine laotienne. Parce que la cuisine laotienne, c'était une cuisine qui n'était pas valorisée culturellement. Enfin, c'était déjà une cuisine qui n'était pas connue, à l'inverse de la cuisine, par exemple, vietnamienne ou thaïlandaise. Enfin, si je vous parle de cuisine laotienne, je pense que la plupart des gens n'auront pas de saveurs qui leur viendront à l'esprit. Puis voilà, moi finalement, c'était quelque chose qui immédiatement aurait créé des formes d'identification à la culture laotienne. Donc très bizarrement, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant à dire que je n'aimais pas la cuisine laotienne, mais en réalité, c'était une cuisine que presque je refusais de goûter. Et c'était une cuisine avec laquelle je développais presque sciemment en fait certaines formes d'aversion. C'est-à-dire que quand il y avait de la cuisine laotienne dans le frigo, je disais non, ça j'en mange pas. Je prétendais que ça sentait mauvais, alors que évidemment la question d'une bonne ou d'une mauvaise odeur, c'est quelque chose qui est tout à fait culturellement construit. En tout cas, ça sentait moins fort que certains camemberts. Ça par exemple, c'est quelque chose qu'au cours de la dernière année, je me suis dit, je vais déconstruire ça. Je vais résister à cette impression culturelle que ça sent mauvais. Je vais ouvrir mes narines, mes poumons et mes chakras et je vais voir comment ça me transforme en fait de sentir ces odeurs. Et ça, c'est une chose qui est devenue presque hyper importante dans le spectacle que je viens de créer, parce que dans ce spectacle, en fait, il y a un moment où je prépare des épices qui, du coup, évidemment, dégagent certaines odeurs, et je me suis rendu compte que ces odeurs-là, qui sont vraiment les odeurs des épices qu'on met dans le plat traditionnel laotien qui s'appelle le lap, c'est des odeurs en fait que j'avais toujours aimées.
Et je me rends compte que peut-être avant que je verbalise les choses, avant que je pense que c'est des odeurs, alors je sais pas si j'ai senti des choses in utero, mais c'est des odeurs que j'ai senties avant d'avoir accès à l'état verbal. Et je pense que voilà, c'est des odeurs familières qui me ramènent à des états très anciens. Et ça, par exemple, quand je parlais de la question des expériences que ma grand-mère a faites, je sais que ma grand-mère a senti cette odeur, je sais que ma grand-mère a aimé cette odeur parce qu'il n'y a pas de Laotienne et de Laotien qui ne mangent pas de lappe. Enfin, je pense que vraiment l'équivalent, ce serait, en France, ce serait l'odeur du pain chaud, quoi. Et donc là, quand j'étais au Laos en début d'année, j'ai fait plusieurs expériences comme ça, quasi méditatives, contemplatives, où je me suis dit, bon, je goûte tout ce qu'on me donne à goûter. Je mens un petit peu parce que je crois qu'au final, j'ai pas réussi à manger certains insectes, mais il y a beaucoup de choses que quand même j'ai goûté. Et en fait, par exemple, il y a un moment, j'ai goûté la bile de buffle, qui a vraiment, alors, je sais pas si vous pouvez, j'imagine que vous pouvez pas vous imaginer la saveur de la bile de buffle. C'est très intéressant. C'est un goût qui est très panoramique parce que ça commence par, en fait, c'est tellement amer que ça commence par quelque chose qui est de l'ordre de, ça t'anesthésie la bouche. C'est-à-dire les premières secondes, tu sens rien, tellement c'est puissant. Après, t'as vraiment une espèce d'amertume très profonde qui te gagne notamment le lointain de la gorge. Enfin, tu sens vraiment qu'au lointain de ta gorge, de là vient cette odeur, ce goût d'amertume. Et seulement une fois que l'amertume s'estompe, tu te rends compte à quel point c'était piquant. Donc ça, c'est le troisième temps de cette saveur où en fait, tu te rends compte que c'est, alors aussi en raison des épices, mais que voilà, ça pique. Et je me suis dit, si je sors de mon rapport rationnel, culturel, intellectuel à cette nourriture et que juste je cherche à décrire cette saveur, en fait, ça me reconnecte à quelque chose qui est plus intéressant et plus vital qu'une approche qui du coup serait dans le jugement de dire c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est ce que c'est. Donc vraiment expérience totalement contemplative de nommer, traverser les sensations que ce goût me donne. Puis je me dis qu'en faisant ça, je retraverse une expérience qui est une expérience que font d'une part évidemment les personnes laotiennes qui goûtent cette chose-là, mais qui sont plus profondément. La question du goût, elle est centrale parce qu'en fait, nos cultures, elles se concrètement, quand on goûte quelque chose, pour la première fois, on refait une expérience qui a été faite il y a des milliers d'années par nos descendants et nos descendantes. Donc ça, c'est important pour moi parce que, c'est pour ça que je vous parle beaucoup des fantômes, etc., parce que je pense que c'est nécessaire de sortir d'une vision restrictive de ce que sont les ascendants et les descendants. Nous descendons de bien d'autres personnes que nos lignées directes. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir un troisième parent, en l'occurrence, une marraine dont j'étais extrêmement proche, et l'apport qu'elle a eu sur la personne que je suis aujourd'hui est essentiel. J'aurais sans doute pas d'enfant, mais ça veut pas dire que je peux pas être l'ascendante de quelqu'un par les apports que je fais à leur vie, à la vie de mes neveux et nièces, à la vie de mes filleuls. Voilà, je pense que c'est très important de sortir de vision restrictive de la descendance. Je vais parler des ascendances et des descendances queer parce que c'est très important pour moi. C'est pas forcément facile pour les personnes queer de construire leurs ascendances et leurs descendances parce qu'il y a un imaginaire qui est très récent par ailleurs, mais qui est que nous ne viendrions de nulle part ou nous n'engendrions pas. Parce qu'en fait, il y a un imaginaire culturel qui est relativement récent qui voudrait que les parentalités LGBTQI soient problématiques, impossibles, etc. Donc évidemment, je pense aux personnes trans qui pendant un certain temps ont dû être stérilisées pour avoir accès à des soins de transition. Je pense à un contrat qui s'est passé tacite, mais qui s'est passé dans les années 80 beaucoup, que l'émancipation des personnes homosexuelles passait par la renonciation à des formes de parentalité. Donc ça, c'est des choses qui sont en train qui sont en péril, mais qui sont en train de bouger. Et c'est très important évidemment que l'accès à la parentalité des personnes LGBTQI soit défendu. Donc pour moi en tant que personne trans, cette question de l'ascendance et de la descendance se pose de manière forte, et je parle de tout ça dans le contexte d'élargir notre notion de descendance. En l'occurrence, il y a une personne qui le dit beaucoup mieux que moi, c'est Donna Haraway, dans son livre Vivre avec le trouble, qu'il est question peut-être de créer des nouvelles formes de parentalité, créer des nouvelles formes de liens, en tout cas, de liens avec le vivant, y compris en dehors des espèces. Comme beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles ne rentrent pas dans les normes de genre ou dans les normes de sexualité, je suis passé par des moments où
j'ai été très triste. Et l'une des raisons pour lesquelles j'étais très triste, c'est parce que j'avais l'impression que, notamment d'un point de vue familial, je m'en sortirais pas, que j'étais isolé, etc. Je pense qu'il est essentiel de redire, y compris pour les personnes LGBTQI qui se sentent isolées, notamment au sein de leur famille, qu'en l'occurrence, toutes les familles sont, même celles qui ne le disent pas, toutes les familles sont des familles concernées par les problématiques LGBTQI, que ces ancêtres queer soient connus ou non au sein des familles. Si je le formule directement pour une personne concernée, tu n'es pas la seule personne queer de ta famille. Tu as des ancêtres qui ont vécu des expériences queer, qui ont été trans, qui ont été homosexuels, qui ont eu des pratiques homosexuelles, que ce soit su dans ta famille ou pas. Tous, nous avons des ancêtres trans et des ancêtres homosexuels ou ayant des pratiques homosexuelles ou queer. Et c'est juste en fait sortir de ce sentiment de solitude. Et encore une fois, peut-être étendre aussi la focale. Parce que quand on est dans des focales très serrées, forcément le sentiment d'isolement peut être extrêmement fort. Mais si on élargit un petit peu la focale et qu'on se dit un petit peu à la manière laotienne que les familles sont étendues, qu'on peut étendre le même soin à des personnes plus éloignées qu'à des personnes dans un périmètre immédiat, ce sont des manières de sortir de la solitude. Les inconnus sont autant d'occasions d'imaginer. Moi, je m'imagine pas mal que du côté du Laos, il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées du point de vue du genre. Aussi parce que justement, il y a une culture du genre au Laos qui est différente de la culture occidentale. Alors quand je parle de la culture occidentale, je parle de la culture occidentale contemporaine, parce que la culture occidentale contemporaine, c'est aussi en fait resserré. Il y a eu des formes d'éradication de diversité culturelle en Europe aussi, hein, évidemment. Mais très concrètement, ce qui se passe en Asie du Sud-Est, c'est qu'il y avait des pratiques de genre qui étaient très différentes, avec l'existence notamment vraiment d'un troisième genre historique de femmes trans au Laos, de ce qu'on décrirait aujourd'hui comme des femmes trans au Laos, qu'on appelle les kathoey, qui sont toujours relativement bien tolérées dans la société laotienne, que la colonisation française a cherché à mettre à mal. La diversité de genre a été vraiment mise à mal par la colonisation, qui a importé les ressources du Laos, mais qui a exporté une idéologie bien binaire. Et ça, voilà, c'est des choses dont je prends conscience aujourd'hui, justement en faisant famille aussi avec d'autres personnes en France issues de diaspora comparables. Mais là, je pense à des gens comme Marine Bachelot-Nguyen, qui a travaillé sur ces questions dans une pièce qui s'appelle Des ombres et des lèvres, qui parle des identités LGBTQI en Asie du Sud-Est et plus spécifiquement au Vietnam, dont elle est originaire. Je pense à des artistes comme Jean-Baptiste Pou, qui vient là de publier un livre sur l'intersection des questions d'homosexualité et d'être asiatique en ce qui concerne cambodgien. Donc voilà, on prend conscience aussi là de toute cette culture, encore une fois, tout cet héritage culturel qui a été effacé, quoi. Et voilà, moi je sens que j'embrasse ma transidentité en même temps que j'embrasse mon héritage laotien, parce que les deux sont pour moi des manières de me réapproprier des formes de liberté par rapport à des assignations, que ce soit des assignations de nationalité ou des assignations de genre. Et je pense, alors ça, je sais pas de quelle manière justement pour en parler à l'endroit de toutes les personnes concernées. C'est vrai que on a l'impression parfois d'avoir une forte incidence des questions LGBTQI et des questions de transidentité à l'endroit des personnes non blanches, des personnes racisées, et peut-être plus spécifiquement à l'endroit des personnes concernées par les problématiques, faute de mieux, j'utiliserai le terme de métissage. Mais voilà, on est beaucoup de personnes métisses en fait à être concernées par ces problématiques-là. Pour moi, c'est très lié parce que de même que je n'arrive pas à m'identifier à une seule culture, en fait, parce que je suis vraiment l'héritière de ces deux cultures. Mais de la même manière, j'arrive pas à m'identifier à un seul de ces genres. C'est trop petit, ça ne permet pas d'exprimer, d'articuler la complexité de nos rapports, en fait, au monde et au vivant. C'est important pour moi de parler d'identité de manière flottante et peut-être de manière décousue, parce que je crois que nos identités sont des choses flottantes et décousues. Contrairement à ce que certaines conceptions de l'identité pourraient laisser à croire, en fait, voilà, on est encore une fois issu de ces fils culturels différents. Moi, je trouve une certaine poésie au fait que notre ADN soit composé de deux fils, c'est-à-dire que c'est jamais qu'un seul, c'est toujours quand même des formes de combinaison. On est plusieurs personnes au sein
de nos vies parce qu'on est plusieurs personnes au sein d'une seule même journée. Donc c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, il y a un endroit où il faut peut-être essayer de lâcher prise aussi par rapport à l'idée d'une identité stable et unique, et là aussi embrasser des formes de diversité. Voilà, donc pour moi c'est compliqué de parler de l'identité d'une manière qui soit exclusivement rationnelle, d'une manière qui soit articulée comme un plan de dissertation, parce que nos identités ne sont pas des sujets de dissertation. Nos identités sont des espaces d'expérience, et qui dit expérience dit justement aussi voilà, diversité pratique. C'est pas que de la réflexion, c'est de la pratique et c'est de l'expérimentation. Donc il y a aussi des choses qu'on n'aimait pas, qu'on apprend à aimer. Il y a des choses qu'on pensait qui ne nous concernaient pas et dont on se dit plus tard en fait si ça me concerne. C'est plus facile si on se dit qu'on a moins de choses à affirmer et plus de choses à expérimenter. En ce moment où je suis en train de prendre la parole, je me dis c'est hyper important si on pense en termes d'écosystème des voix, quelles voix doivent se taire pour que d'autres voix puissent s'exprimer. Moi, je me suis vraiment formé en musique classique très très traditionnelle. Puis il y a eu un moment où en fait j'ai littéralement atteint un point de rupture, c'est-à-dire que alors que je travaillais beaucoup comme chanteuse, j'ai perdu ma voix. Et comme souvent, cette crise si désespérante qu'elle a été au départ, ça a été l'occasion d'un questionnement plus en profondeur. Parce que je pense qu'en fait, cette voix-là s'est tue parce qu'il y avait d'autres voix qui avaient besoin d'émerger de manière forte. Et il fallait cette voix blanche, en fait, s'efface pour que d'autres voix puissent apparaître. Et d'ailleurs, moi, je me suis rendu compte, là, en travaillant sur ce spectacle, La voix de ma grand-mère, que pour que ma voix blanche puisse se déployer, il avait fallu, en fait, que mon père se taise pendant très longtemps. Il avait fallu que mon père ne parle pas sa langue, il avait fallu que mon père ne chante pas ses répertoires à lui pour que je puisse m'épanouir dans une culture occidentale où la musique blanche, pour le coup, était plus valorisée. Et où je pense lui-même avait importé certaines formes de minorisation en fait de sa culture, comme des cultures moindres ou de moindre importance, etc. Il y avait le fait que mon père se taise et il y avait aussi le fait que je sache pas l'écouter. Mais c'est pour ça que pour moi c'est devenu très important dans ce dernier spectacle que je renégocie très littéralement l'espace avec mon père en l'invitant à être présent avec moi sur scène. Donc mon père est sur scène avec moi dans ce spectacle et il me transmet très concrètement des choses qu'il ne m'a pas transmises avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, il a fallu, c'est là que le théâtre est un espace incroyable et un espace de chance parce qu'en fait, c'est un espace dans lequel on peut créer des expériences qui ailleurs n'auraient pas eu lieu. Et le travail avec mon père, concrètement, au début, ça a consisté à l'interviewer sur un grand plateau vide. Juste, il avait un micro, de la technique. Et c'est un peu comme un podcast, en fait. C'est-à-dire que si à un moment, on donne de l'importance à la parole des gens, quelque chose peut commencer à se déployer. Parce que on se dit que quelqu'un est en train d'écouter et on se dit que ce qu'on est en train de dire a peut-être des formes d'importance. Donc là, concrètement, je me suis tué et puis j'ai écouté mon père. Alors j'ai commencé à aussi comprendre des choses sur son expérience à lui, de son rapport au Laos, et puis concrètement sur son rapport aux événements de l'histoire que j'avais jamais conscientisé avant, que j'avais pas écouté. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Puis là, concrètement, dans ce spectacle, je l'écoute consciemment faire une chose que j'avais laissée de côté pendant toute mon enfance, qui est l'écouter chanter les répertoires de son enfance. Donc l'écouter chanter ces répertoires que ma grand-mère n'a pas pu lui transmettre directement puisqu'elle est morte en couche, mais que par la bande, encore une fois, par l'ensemble du village, ça lui a été transmis. C'est assez intéressant de parler de ça parce qu'en fait, quand je parlais tout à l'heure des descendances autres ou des ascendances autres, dans cette partie du Laos, en fait, il y a vraiment des types mélodiques qui sont spécifiques à chaque village. C'est-à-dire que chaque village, en fait, a ses déclinaisons d'un certain répertoire et donc, en fait, par les chansons que tu connais, je peux te dire d'où tu viens. Donc, et presque finalement, on pourrait faire des généalogies sous forme de musique. C'est-à-dire que ça, c'est la mélodie du village de ma grand-mère, et comme ça, en fait, les répertoires que tu connais sont des manières de reconstituer en fait ton ascendance. C'est assez beau de se dire qu'il peut y avoir comme ça des généalogies musicales. À ce titre, je suis clairement une descendante de Jean-Sébastien Bach, je tiens à le dire. Voilà, j'ai ces généalogies-là en tout cas. Mais donc mon père, ça n'a pas pu lui être transmis directement par sa mère, mais il descend de ce village parce qu'il connaît ces mélodies. Et dans ce spectacle, je l'écoute me chanter ces mélodies et à ma manière et avec mes moyens, je cherche en direct et au présent à apprendre et à répéter
ces répertoires pour m'inscrire aussi dans cette lignée. C'est une chance de pouvoir faire ça. Enfin, c'est vraiment une chance énorme. Alors, c'est une chance que je sais que je me donne. Je me dis, voilà, qu'en tant qu'artiste, aussi en tant qu'artiste au sein de ma famille, c'est ma fonction de retisser des choses, de refaire du lien. Voilà, moi, il se trouve que n'ayant pas d'enfant, je pense pas que j'aurais de la même manière que mes frères, par exemple, directement des fils descendants à tisser. Par contre, je me dis que je peux vraiment avoir au sein de ma famille cette fonction qui est de retisser, de réparer en fait un petit peu le tissu du passé, quoi, de voir où il y a des fils qui dépassent, de les renouer ensemble. Et encore une fois, ça part beaucoup de ce petit exercice que j'avais fait avec les cartes de tarot, de me dire il manque des pièces à ce puzzle. Ça veut pas dire qu'au final, il n'y a pas une image complète. Et peut-être juste que ces trous, ils font partie de cette image complète. Je pense que nous, les artistes, nous avons un rôle important à jouer à cet endroit-là parce que le travail des artistes, c'est de transformer les imaginaires, c'est de renouveler les imaginaires. Donc là où on peut faire quelque chose, c'est créer justement au sens très large une culture dans laquelle peut-être des voies de soins qui jusqu'ici n'avaient pas été repérées peuvent apparaître. Peut-être que... alors moi, là, je commence à l'endroit très intime du plateau avec mon père et de réparer quelque chose de ma relation avec mon père, qui est très belle relation avec mon père. Voilà, quelque chose en tout cas qui avait été blessé entre nous à l'endroit de la transmission peut être réparé. J'espère que par capillarité, ça peut être réparateur pour d'autres. Et puis je me dis que plus globalement, en tant qu'artiste, on peut essayer de proposer des modèles de culture dans laquelle le soin serait possible. Je pense qu'en fait, c'était une chance énorme, rétrospectivement, maintenant, quand j'y pense, parce que je pense que c'est d'essayer de me familiariser ou de me réapproprier cette culture, de mieux la comprendre. Et puis, j'ai un accès direct, encore une fois, par mon père, qui est vraiment issu de cette culture-là. C'est vraiment la possibilité d'embrasser un spectre politique, social, géographique extrêmement large, quoi. Très reconnaissante à mes parents de m'avoir faite. Il y a une chose dont j'ai pas assez parlé, je pense, c'est la question de la honte. C'est pareil, la honte, malheureusement pour nous, le plus souvent, ce qu'elle va déclencher, c'est le désir de se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, on fuit les situations dans lesquelles on a honte. Et donc moi, j'ai été bien accompagné par certaines personnes. Et là, je pense notamment à une artiste berlinoise qui s'appelle Caritia Abel, qui travaille, alors ça va peut-être paraître surprenant, mais qui travaille dans les champs notamment de la domination et de la domination sexuelle. Et c'est quelqu'un qui m'a aidé, en fait, à rester à mon endroit de honte. Mais avec beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui encadre, qui entoure, qui accueille mon espace de honte, les espaces dans lesquels je suis fragile et vulnérable et où quelque chose peut se dire qui pourrait pas se dire sinon. Parce que la honte est une émotion qui en réalité est comme une protectrice de quelque chose d'extrêmement intime. Donc peut-être que la question est moins de se débarrasser de la honte que de comprendre ce qu'elle raconte sur nous. Quel endroit de notre intimité, en fait, elle protège. Moi, ma honte d'être laotienne, un moment, enfin de cet héritage-là, ça protégeait en fait un espace de mon intimité qui aujourd'hui m'est extrêmement précieux. Donc c'est-à-dire que justement, il fallait pouvoir le faire avec extrêmement de douceur. Voilà, je pense que... Pardon, parce que je voudrais pas que ça vire au tuto de la personne qui donne 15 000 conseils, mais je pense que d'essayer de se mettre à l'écoute doucement de ce qui nous fait honte, c'est aussi se donner un point d'accès à ce qu'on a de plus intime et peut-être ce qu'on a de plus précieux. La raison pour laquelle c'est si difficile, c'est aussi parce que moi, en travaillant sur ce spectacle avec mon père, qui a perdu sa mère, je sais que je travaille aussi en tant que fille d'un parent âgé qui s'achemine aussi vers l'échéance fatale à un moment ou à un autre, que j'espère la plus tardive possible, mais il y a une réalité qui est que d'embrasser notre mortalité, quoi. Mais ça, par exemple, je suis pas à l'abri de me casser la gueule et je voudrais pas avoir l'air présomptueuse, mais en tout cas, je sais que ce que j'essaye de faire en ce moment très consciemment, c'est de préparer quand même ces échéances-là. Pour moi aussi, évidemment, mais de me dire comment est-ce qu'on peut, peut-être justement pour éviter les ruptures et les fractures dans nos lignes familiales, comment est-ce qu'on peut se préparer à cette échéance-là pour qu'elle soit la plus douce possible, quoi. Je me dis que pour continuer à affiler la métaphore textile, qu'il y a un point où comme ça, cette espèce de tissage de nos existences intergénérationnelles, peut-être que ces entrées et ces sorties de la vie sont des endroits dans lesquels on peut apporter le soin
qui, est-ce que je veux dire, comme dans un tissu ou une tapisserie, en fait, de s'assurer que les fils soient rangés, que les fils soient posés, que les fils soient noués. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très présent dans la culture laotienne où le fil est omniprésent. Il y a vraiment une poétique du fil au Laos qui est, enfin, que je trouve magnifique, quoi, sublime, de poésie. Quelle beauté de réussir à construire tout un imaginaire poétique si fort à partir d'une chose en même temps si simple et si complexe qu'un fil de coton, quoi. Je pense qu'il y a eu des formes de résonance qui se sont mises en place entre les non-dits dans nos histoires intimes et les non-dits dans les histoires collectives. Parce qu'en fait, quand même, globalement, l'histoire du Laos, c'est une histoire qui est passée sous silence. Ce qui génère, évidemment, des formes de névrose, des formes de traumatisme. Par exemple, la communauté laotienne aux États-Unis est la communauté qui est la plus touchée par des problématiques d'abandon scolaire et des problématiques d'alcoolisme. Enfin, c'est vraiment, il y a des problématiques structurelles endémiques dans la diaspora laotienne aux États-Unis, qui, encore une fois, si on prend les choses de manière collective, on comprend qu'en fait, c'est les effets d'une histoire traumatique et pas de parcours individuels qui sont compliqués. C'est parce que globalement, il y a des traumatismes collectifs qu'il faut gérer. Moi, je pense que là, je voudrais pas en parler comme c'est pas une chance, mais il y a eu des résonances qui se sont mises en place entre mon expérience du non-dit à l'intérieur de la famille, puis l'expérience du non-dit, en fait, à l'intérieur de l'histoire laotienne au sens large. C'est vrai que, bon, je pense que ça, c'est parce qu'en tant qu'artiste, j'ai tendance à avoir des métaphores et des comparaisons partout, mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est que, en tout cas, qui est venue se loger dans mon imaginaire de manière très forte, c'est que la région dont mon père est originaire, qui est le Siang Khouang au Laos, donc c'est la région la plus bombardée du Laos, et il se trouve que c'est une région qui, du coup, est toujours truffée de mines antipersonnelles, qui, du coup, donc les bombardements ont cessé il y a bientôt 50 ans, il y a 50 ans maintenant, 74, les derniers bombardements. Mais en fait, c'est une région dans laquelle il y a toujours une quarantaine d'accidents mortels par an, en fait. Donc on voit bien à quel point l'histoire et les traumatismes historiques sont des bombes à retardement. Et je pense que c'est la même chose dans nos histoires familiales, c'est-à-dire que ce qui n'est pas dit aujourd'hui, ce qui est enfoui aujourd'hui, c'est des bombes à retardement. Sauf que, et c'est là tout à l'heure que je parlais de l'importance d'en parler de manière collective, en fait, moi je pense qu'il y a des possibilités de désamorcer ces bombes dans nos histoires familiales comme dans nos histoires collectives. C'est-à-dire qu'on peut s'épargner énormément d'angoisse parce que c'est tellement stressant d'imaginer que nos histoires familiales sont comme ça, des terrains minés qui attendent juste qu'on pose le pied au mauvais endroit pour nous exploser à la figure. Moi, je dis vraiment arpentons nos histoires familiales comme on arpente les territoires du Siang Khouang. Ce sont des terrains fragiles, ce sont des terrains dans lesquels il y a des choses qui reposent de manière complexe. Encore une fois, il n'est pas question de nier, au contraire, il n'est pas du tout question de nier l'existence de ces mines. Il est question de savoir qu'elles sont là pour pouvoir les désamorcer, les appréhender avec le plus de précautions possible. Il y a très longtemps maintenant, j'ai commencé un projet de tatouage. J'avais ce projet de transformer mon corps en livre, donc, et de faire de mon corps une édition vivante des Métamorphoses d'Ovide, qui est un livre qui m'avait beaucoup accompagné depuis l'adolescence. Puis donc voilà, j'avais commencé à me tatouer la première phrase en latin, ça aussi c'est très chic, des Métamorphoses d'Ovide. Et cette phrase c'est je chante les corps transformés en des formes nouvelles. Dieu, secondez mon entreprise de votre souffle et portez ce poème éternel depuis l'origine du monde jusqu'à ce jour. Donc un mantra assez long, mais qui était une manière pour moi, encore une fois, de m'inscrire dans ce temps long, c'est-à-dire de me dire que nous ne sommes pas là très longtemps et comment est-ce que, à mon échelle, je peux œuvrer à quelque chose de l'ordre de la transformation du monde dans un sens qui me semblerait souhaitable. Donc voilà, et en fait, ce projet qui n'était pas sans beauté, en fait, a muté lui aussi parce que je me suis rendu compte que c'était aussi justement ma culture classique qu'il fallait à un moment que j'abandonne pour aller vers d'autres cultures et notamment vers mon héritage laotien. Déjà, ce premier tatouage, il était en latin et en laotien. Plus récemment, je me suis fait tatouer des phrases laotiennes, donc qui sont les phrases justement qu'on prononce pendant ce rituel où on se relie par des fils, qui est Hai Quat Ni Di Quat Khao. Donc que le mauvais sort s'en aille et que le bon sort rentre. Mais peut-être, parce qu'en fait, je suis obligé de me saisir de toutes les opportunités de parler de la culture laotienne parce qu'en fait, cette culture est tellement peu représentée que c'est important d'en parler. Donc il y a un mantra global de la culture laotienne qui est Bo Penyang. Bo Penyang, qui littéralement veut dire « il n'y a rien ».
Et c'est une phrase qu'on utilise vraiment dans toutes les circonstances de la vie au Laos. C'est une manière de dire c'est pas grave quand il arrive une broutille. Puis c'est aussi une manière de changer la focale quand quelque chose d'extrêmement grave parfois arrive. De dire en fait il n'y a rien. Donc il y a aussi évidemment un mantra qui est très imprégné de la culture bouddhiste. On est dans la contemplation et dans une tentative de sortir de l'illusion du réel, mais de se dire que au fond cette chose, si grave qu'elle puisse paraître, peut-être qu'il y a un certain plan du réel dans lequel on peut regarder cette chose-là avec distance. Encore une fois, c'est pas du tout pour s'extraire de la nécessité de certaines revendications politiques, mais puisque je parlais tout à l'heure de la question de la fluidité des identités, de la fluidité des focales, il y a des focales urgentes sur lesquelles il est urgent de nous concentrer. Puis il y a aussi des focales plus larges, notamment à l'endroit de nos ascendances et de nos descendances, dans lesquelles on peut aussi peut-être prendre du recul pour essayer de, en fait, s'apporter la forme de distance qui rend la vie supportable, parfois. Cette phrase laotienne, Bopenyang, c'est une phrase qui est vraiment essentielle et qui, moi, m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles de l'existence. Je parlais pas encore laotien que je savais déjà dire Bopenyang. Vous venez d'écouter Descendance, un podcast créé, réalisé et monté par Alice Fidel et Clara Elters. Si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast@descendance.com. La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud et le mixage par Raphaël Martin. À très bientôt pour un prochain épisode